Merci, quel accueil. On est franchement très touchés de vous voir aussi nombreux pour cette présentation. Donc on s'appelle Riding the Milky Way. On est 4 potes. Vous voulez peut-être venir à la lumière pour qu'on vous voit bien. Voilà, donc Maxime ici, Antoine et Maëlik. Et on a décidé, après nos études qu'on a finies l'année passée au mois d'août, de faire un petit voyage avant d'entrer dans la vie active. Et puis peut-être juste avant de commencer la présentation, une petite explication par rapport au titre pour le groupe qu'on a choisi, donc Riding the Milky Way. Ça fait référence en fait aux 2 aspects principaux de notre voyage. Le premier, il est évident, c'est le vélo. Donc riding, faire du vélo. Et puis et puis finalement, Milky Way, il faut savoir qu'en anglais, c'est la Voie lactée. Donc au final, quand on dit Riding the Milky Way, c'est faire du vélo sur la Voie lactée. Voilà, donc souvent la première question qu'on nous pose, c'est « Mais en fait, vous êtes allé où ?» Et puis, voici le projet de base, donc celui qu'on avait un peu designé ensemble, et ça consistait à traverser toute l'Amérique du Sud, du Nord, donc la Colombie qui est ici, jusque tout au sud, en Patagonie, en longeant la cordillère des Andes. Malheureusement, le Covid est un peu passé par là et on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait et on a dû un peu adapter nos plans. Et voilà le voyage, l'itinéraire qu'on a fait au final, donc ça n'a plus rien à voir. On a commencé par partir d'ici, de Lausanne, et on est descendu par la France et par l'Espagne jusqu'à Madrid. Ça nous a permis un peu de prendre nos marques. Et puis ensuite, on a pris un avion depuis Madrid pour aller jusqu'à Lima, au Pérou. On a passé un petit mois ici à pédaler dans la Cordillère Blanche. Ensuite, on a repris l'avion depuis Lima pour aller jusqu'au Chili, à Santiago. Et là, on a fait à peu près 3 mois en descendant jusqu'en Patagonie, ici, le long du sud, en fait, de la Cordillère des Andes. Et finalement, on a repris un avion pour remonter plutôt cette fois-ci dans le nord du Chili et faire tout l'altiplano, donc c'est cette région ici, qui comprend le sud du Pérou, le nord du Chili, la Bolivie et le nord de l'Argentine. Donc au final, c'est vrai qu'il y a pas mal d'avions, mais rassurez-vous, on a quand même pédalé un petit peu. Ok, voilà. Et du coup, chaque voyage a en fait ses particularités. Nous, on en a plusieurs. Et peut-être la première qu'aura marqué la plupart d'entre vous, c'est qu'on est parti avec des vélos en bambou. On a un spécimen là-bas sur ma droite d'un vélo en bambou. Ici, on a les 4 qui sont joliment posés sur un petit pont en Patagonie. Et on avait plusieurs raisons en fait de partir avec ces vélos en bambou. Peut-être la première raison, c'était de partir avec 4 vélos qui étaient identiques. Comme ça, on pouvait un peu réduire le poids en termes de pièces de rechange, d'outils. On savait qu'on était compatibles et qu'on savait réparer les 4 vélos. Et puis si on avait une casse, on avait l'outil ou la pièce à disposition pour réparer, que ça arrive à moi, à Maëlik, à Léo ou à Antoine. Ensuite, chacun avait un peu ses raisons plus personnelles sur pourquoi s'orienter sur un de ces vélos en bambou. D'abord, on les trouvait beaux. On trouve aussi que ça a un esprit un peu vivant. Finalement, le bambou, ça vient d'une espèce végétale vivante et on appréciait cette caractéristique. Et ça suscitait vraiment l'intérêt des gens. Et ça, avec le recul, c'est un peu le grand atout de partir avec un vélo en bambou qui n'est donc pas un cadre conventionnel. C'est que ça suscitait l'intérêt, ça entamait des conversations, les gens venaient, souvent ils prenaient nos vélos en photo, ils les touchaient, ils toquaient un peu dessus pour être sûr qu'on rigolait pas en leur disant que c'était bel et bien du bambou. Et ça a donné lieu à des très bonnes conversations. Alors en français c'était facile, en espagnol c'était un peu plus complexe d'expliquer que c'était fait avec de la résine époxy et de la fibre de lin. Donc c'est un peu un jargon qu'on a dû apprendre sur le tas, comment décrire notre vélo, ses caractéristiques en espagnol aussi. Mais en tout cas ça a donné lieu à des rencontres incroyables et en rentrant c'est vraiment l'argument numéro 1 de partir avec un vélo en bambou, ça donne lieu à des rencontres incroyables. Une autre particularité c'est qu'on est parti à 4 potes. Et voilà, des projets de voyage à vélo, certains partent seuls, certains partent en couple, certains partent même en famille. Nous, on est partis à 4 potes de l'EPFL, on a fait nos études ensemble. On se côtoyait pendant le semestre, du lundi au vendredi, on mangeait ensemble à midi et pendant les révisions, on se voyait des fois un peu plus, un peu moins, mais finalement, on s'était jamais côtoyé 24 heures sur 24 pendant une durée relativement longue. Et du coup, quand du jour au lendemain, on a enfourché nos vélos et on est parti, ça a fait un petit choc. Il a fallu finalement trouver le rythme, trouver nos habitudes, trouver un équilibre et puis toujours mettre le groupe en avant et faire en sorte que nos petites sautes d'humeur soient pas trop négatives pour l'ambiance générale du groupe.
Et c'est vrai qu'on a dû apprendre à partager les nuits à côté de quelqu'un qui ronfle à 10 cm de nos oreilles. Je vais viser personne ici, mais certains se sentiront peut-être concernés. Voilà, on a partagé les repas, les nuits et même jusqu'au brossage de dents quotidien ensemble. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment apprécié, surtout à notre retour maintenant. On adore toujours raconter ensemble nos anecdotes de voyage et ça, c'est quelque chose de génial. Et comme ça suffit pas de partir à 4 sur des vélos en bambou, c'est peut-être déjà assez fou pour la plupart d'entre vous, mais nous on s'est dit qu'on allait rajouter une composante un peu unique. Et on est donc parti avec un télescope. Donc c'est tout le matériel qui est là-bas et aussi ce matériel ici pour pouvoir profiter de la beauté des ciels qu'on allait parcourir, surtout en Amérique du Sud, dans le désert d'Atacama, au Chili, qui sont réputés être les plus beaux ciels et profiter de ce panorama qui allait être offert à nous et donc pas uniquement profiter la journée, mais aussi la nuit. Et là, de nouveau, chacun avait un peu ses raisons, pourquoi est-ce qu'on a emporté avec nous ce matériel. Et finalement, ça nous a aussi fait découvrir une communauté d'astrophotographes et fait des rencontres, que ce soit avant de partir et pendant le voyage, et ça, on a adoré. Et du coup, une nouvelle particularité, l'astrophoto dans notre voyage. Et finalement, une dernière chose, c'est pendant les presque une année qu'on a été sur la route, on a fait près de 10 000 km, on a eu une variété de paysages, de climats super différentes. On est parti de l'hémisphère nord pour aller dans l'hémisphère sud, on a vu la neige, mais aussi des forêts tropicales, des beaux couchers de soleil au bord de l'océan Pacifique à 0 mètre d'altitude, mais aussi des cols et des sommets à 6000 mètres. Et on a du coup aussi parcouru une variété de latitudes énormes en partant de l'hémisphère nord jusqu'au bout du continent sud-américain. Donc on a pu déguster des fruits exotiques, des mangues presque quotidiennement. Mais on a aussi été dans des régions où à part des pingouins, il n'y avait pas grand-chose à voir. Et du coup, c'était aussi une particularité. Et c'est peut-être ça qui nous a vraiment marqué. Et du coup, au cours du voyage, on a eu froid d'abord. Enfin d'abord non, mais on a eu froid à certains moments, surtout en altitude quand on dormait à 3-4 000 mètres. Quand le soleil se couchait, il fallait vite être sous la tente et être dans son sac de couchage parce que les températures, elles chutaient super vite. Et c'était pas rare qu'on se réveillait le matin avec toute notre eau qui était gelée, les tentes givrées, toutes nos affaires givrées. On a aussi eu de la pluie, bien sûr, c'est un peu l'ennemi du cyclo-voyageur. On a dû apprendre à s'équiper pendant les journées de pluie. Est-ce qu'il fallait mettre des sandales, des chaussettes avec les sandales ou juste les Gore-Tex? Enfin, c'était un peu des débats quotidien. Heureusement, on n'a pas eu tant de pluie que ça sur l'ensemble du voyage. Du coup, c'était quand même une bonne nouvelle pour nous. Et on a aussi eu du vent. Et quand il y a du vent, c'est pas cool de rouler, surtout quand il est de face. Et nous, on a eu l'impression qu'on l'a eu plus souvent de face que dans le dos. C'est peut-être un peu subjectif, je sais pas, mais enfin, c'est pas forcément chouette. Mais c'est pas cool non plus quand il s'agit de monter sa tente, de faire à manger et que la tente se transforme en kitesurf et que le réchaud, finalement, on galère à l'allumer et que ça chauffe pas forcément trop des pattes aussi rapidement qu'on l'aimerait. Et donc là, il faut se montrer inventif, trouver des petits abris au rebord d'une route, et c'est comme ça qu'on lutte contre le vent. Et forcément, on a aussi eu du beau, énormément de beau, des ciels bleus, des températures agréables, et c'est surtout après des journées de pluie, de vent, de froid, qu'on profite au maximum de ces journées de beau temps où on s'émerveille devant un coucher de soleil, une plage ou n'importe quoi, et ça, on a adoré. Et la majorité de notre voyage, c'était ciel bleu et soleil. Et donc là, on a eu une chance incroyable. Donc pour résumer, dans ce voyage, on a eu énormément de climats différents. Et c'est vraiment là-dessus qu'on a décidé d'axer cette présentation d'aujourd'hui. Donc ce sera pas vraiment une présentation chronologique. On va un petit peu traiter chaque chapitre de météo et de climat dans une partie distincte de notre présentation. Donc le fil rouge va vraiment être le climat. Et on va un petit peu parcourir dans toutes les régions du monde comment on s'est adapté aux différents climats. Donc ça va peut-être un peu être difficile pour vous à suivre parce que ça va aller dans tous les sens, dans tous les pays. On va essayer de vous accompagner là-dedans pour que ce soit le plus clair possible. Et au moins vous avez une chose à pas craindre, c'est que pour vous, pas besoin de mettre de doudoune, de Gore-Tex ou de pantalon de pluie, vous êtes bien au chaud dans votre siège. Nous, on a fait le travail pour vous. On est allé affronter ces climats et du coup, on vous laisse profiter avec notre première partie. Même si on a dit que ce ne sera pas chronologique, on commence quand même par le début. Alors, on est parti de Lausanne en direction du sud, mais on n'avait aucune idée de où on allait finir. Le Covid était passé par là. Du coup, on part chacun de chez soi et on met juste les voiles en direction de la Via Runa. Et ça, c'était simplement parce que ça allait direction le sud et également parce que c'est une route qui est très facile. C'est plat, c'est tranquille, c'est en France, donc déjà c'est la même langue. En plus, c'est facile de trouver à manger, les petits sandwichs des bonnes boulangeries françaises, c'était tranquille. Et puis, il y avait quand même des très jolis paysages au bord du Rhône où on peut se baigner, trouver de l'eau, il n'y a pas de dénivelé.
Donc en gros, c'était tranquille et facile, parfait pour s'habituer pour des riders qui avaient encore pas du tout l'habitude du voyage à vélo. Et venaient aussi les casses. Bon je vais remonter une chaîne parce qu'évidemment je suis le premier à l'avoir pété. Donc on en a acheté une toute belle, toute propre. Donc voilà, mais le matériel, on avait aussi du matériel très fragile qui était du coup le matériel astrophotographique et on n'avait aucune idée les premières semaines s'il avait tenu. Et du coup, c'est seulement en arrivant à 7 que là on a pu découvrir, qu'on a décidé d'ouvrir notre matériel et voir s'il avait fonctionné. Le sac est ouvert. Attention, attention. Est-ce que Alors là, tout notre voyage est foutu? il avait un peu de temps, mais il est allumé. Oh, il est top, hein. Il a rien eu, ce con. Oh, là-bas, il y en a une qui fait du sang, du coup. Donc voilà, et après, donc on a découvert que notre matériel allait bien, c'était parfait, on a approché de la nouvelle lune et on s'est dit quoi de mieux que d'aller s'enfoncer dans le parc du Haut-Languedoc, vous voyez quelques images derrière moi, pour aller faire de l'astrophotographie parce que l'endroit est extrêmement sauvage et à l'abri de la lumière. Et ça me permet d'introduire le premier chapitre, on va vous parler de l'astrophotographie et surtout du voyage d'Arthur. Mais qui est Arthur? Arthur, c'est le sac jaune. C'est ce qui nous a permis de transporter tout notre matériel en sécurité et sans qu'il se casse au fur et à mesure du voyage. Et ça représente environ tout le matériel 15 kilos. Donc c'est quand même beaucoup. Et c'est 15 kilos et on ne peut pas l'utiliser tous les jours. Pourquoi? Parce que on est malheureusement obligé de faire avec les phases de la Lune. Quand la Lune elle est pleine ou qu'elle est bien présente, eh ça fait de la lumière et donc nous on voit rien du tout. Donc on est obligé d'attendre que la Lune soit toute petite et on a environ 7 jours par mois où on peut faire de l'astrophotographie. Donc on prenait 15 kilos avec nous juste pour 7 jours. Mais ça nous a quand même permis de profiter de magnifiques paysages où on n'aurait peut-être pas décidé d'y aller si on n'avait pas ce défi de l'astrophotographie, comme ici le parc du Haut-Languedoc. Et voici quelques premières images où on a pu mettre notre trépied, notre grand angle, faire de la Voie lactée et profiter. On a également eu les premiers soucis de tout astrophotographe, c'est l'humidité. Donc malheureusement, même si le parc était magnifique, des forêts avec des lacs, c'est pas top pour l'humidité. Donc on a dû changer de stratégie. Et pour ça, ça sera plus tard, un mois plus tard, en Espagne. Et donc en Espagne, on est arrivé dans Bardenas Reales, qui est un parc désertique, et on s'est dit c'est parfait, on va pouvoir faire de l'astrophotographie, c'est génial, on est trop content, c'est le désert, pas d'humidité. Je vous laisse voir ce qui s'est passé. Tim, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi là on est en train de remettre toutes nos affaires alors qu'il fait nuit. On s'est fait virer. Ouais. On s'est fait virer, c'est pas une légende. Les rangers du parc sont bel et bien présents, alors qu'on a vu personne toute la journée. Il n'a pas hésité à nous voir et à dire voilà chicos, foutez le camp d'ici. Voilà, donc malheureusement, deuxième moment où on aurait pu faire de l'astrophotographie, dans les choux. Et après, la prochaine nouvelle lune, c'est arrivé au Pérou pour nous. Donc le Pérou, on s'est dit génial, mais on est pendant la saison des pluies. Bon, pas génial. Donc il y a plein de nuages, comme vous voyez, et tous les soirs c'est comme ça. Alors heureusement, on a eu un ami à Lima qui nous a récupéré notre sac avec tout notre matériel, parce que se taper des cols à 4500 mètres avec 15 kilos de plus, et qui sert vraiment pour le coup à rien, c'était un peu difficile. Donc on a décidé de le laisser pendant un mois, pendant qu'on faisait la Cordillère Blanche. Mais je vous rassure, après on est allé au Chili et là ça change complètement d'ambiance, il fait sec, il fait beau et il y avait pas de nuages. Donc là on a profité de faire toutes les photos. C'est aussi là qu'on était enfin dans l'hémisphère sud et donc il fallait qu'on pouvait trouver des nouveaux objets. Donc quand on parle d'objets, c'est des objets célestes comme des galaxies, des nébuleuses que l'on peut photographier avec nos appareils. Alors messieurs, vous avez trouvé l'objet pour ce soir? Alors, pas vraiment. Pas encore. On n'est pas satisfait. C'est quoi les idées pour le moment?
a La nébuleuse de Carène. la nébuleuse de Carène, Parce qu'en fait, on aimerait trouver quelque chose de l'hémisphère sud maintenant. qu'on trouve pas chez nous. Voilà. Donc, on essayait de trouver des objets chaque soir qui pouvaient susciter notre intérêt. Et on campait dans des magnifiques endroits. Comme vous pouvez voir, on était proche des observatoires. Il y en a un tout petit ici. Et en fait, c'est tous les grands observatoires américains ou européens. Et ils font la même chose que nous, à plus grande échelle. Et donc, il y avait une dimension qui était magnifique de se dire, nous, on arrive avec notre petit trépied, notre petit télescope de voyage, et on fait exactement la même chose qu'eux, au milieu de ce désert magnifique avec des couleurs exceptionnelles. Donc voilà, ça c'est un autre observatoire. Et je vous rassure, les nuages, là, ils sont tombés juste à la nuit, on a pu faire plein de photos. Et je vous laisse découvrir ce qu'on a pu photographier là-bas au Chili. Donc on a pu photographier quand même de belles images. Et après, pour nous, c'était le sud du Chili, la Patagonie. Et la Patagonie, c'est pas réputé pour avoir le ciel le plus clair possible. Comme vous voyez, il y avait beaucoup de nuages. Et ça, c'est arrivé souvent. Donc encore une fois, on a décidé cette fois de laisser Arthur chez des amis. Et puis, nous, on allait faire la Carretera Austral, la route qui part au sud, en Patagonie, sans lui. Mais bon, on a quand même décidé de prendre un peu de matériel, notamment notre grand angle et un trépied pour faire quelques belles images de Voie lactée, surtout qu'on devenait un peu meilleur pour les photographier. Donc on peut voir ici Léo qui se prélasse, moi qui ai l'impression d'être le meilleur guide du monde, alors que c'est pas vrai, bien sûr, et la dernière personne qui est Antoine. Voilà. Voilà, du coup, merci Maïlik, merci Gaston. Du coup, comme vous l'aurez compris, après ce séjour en Patagonie, on a pris l'avion et on a mis cap sur le désert. Du coup, cette fois-ci, plus d'humidité, terminé, et on recherchait en fait à faire de super photos. Malheureusement pour nous, les ciels là-bas n'étaient pas les plus dégagés que ce que l'on puisse trouver. Et donc, des nuages un peu tout le temps. On a donc quitté San Pedro de Atacama très déçus parce qu'il y avait très peu d'images en fait à faire pour nous. Malgré les 320 jours et la réputation des lieux à être 100% en fait sans humidité, eh bien nous on est tombé sur la période où pendant 20 jours il a plu. Donc on a quitté San Pedro. Quand je dis on, il restait que Maxime et moi pour trimballer Arthur. Donc on a laissé Arthur à Maïlik qui est rentré en Suisse. Et puis on est parti seul affronter l'Argentine et le reste du périple avec ça. Donc un petit trépied, un objectif grand angle et toujours en tête l'idée de pouvoir faire de super clichés. Là, on a les résultats de ce qu'on a pu trouver en Argentine, donc dans une région où les montagnes sont super colorées. Et on est tombé à la nouvelle lune, donc c'était idéal pour nous. On a pu faire de super résultats. Du coup, on a tout le temps gardé une fois par mois cet esprit de où que l'on soit. Ici, on est en train de faire une ascension d'un 6000 mètres, avoir notre matériel et pouvoir faire de super photos. Et là, on campe n'importe où, on sort l'objectif, on est à 2 cm de notre tente, on fait notre photo et c'est des instants hyper intenses pour nous parce que
tout astrophotographe va avoir à un moment donné envie de s'endormir pendant la nuit alors qu'il est à côté de son objectif. Et pour nous, c'était possible chaque jour. Et donc on a tout prévu et on a réussi quelque chose qu'on voulait à tout prix faire, c'est-à-dire photographier le Salar d'Uyuni de nuit. Donc on a planifié, arriver sur le Salar sans aucune lune. On avait un peu peur parce que le Salar c'est hyper blanc et tout ce qui est blanc réfléchit la lumière, donc on s'est dit qui sait, avec les lumières des villes qui sont aux alentours, on va peut-être avoir en fait beaucoup de réflexions et aucun résultat possible. Et ça n'a pas été le cas, et on tombe sur ce genre de cliché. Et pour vous imaginer un peu, là on a un objectif qui va superposer en fait la lumière, donc les résultats sont beaucoup plus impressionnants que ce que vous voyez en réalité. Mais la réalité des faits, c'est que vous êtes au milieu de nulle part, il n'y a personne, il fait nuit noire, il n'y a aucun bruit. Enfin, il n'y a aucun bruit, quand on dit il n'y a aucun bruit, le bruit fait vraiment du bruit et c'est assez assourdissant. Et il y a un peu de vent comme ça. Et vous vous sentez tout petit en fait devant l'immensité de l'univers que vous contemplez. Et c'est ça l'astrophoto. Et mélanger l'astrophoto au voyage à vélo, pour nous c'était ça, c'était faire des vacances en fait durant le voyage, s'arrêter, respirer, admirer, contempler, et c'est très ressourçant, et c'est ce dont on a besoin. On se retrouvait à chaque fois, après une séance d'astro, complètement serein et prêt à remettre nos jambes à l'épreuve des différents sentiers. Voilà, donc fin du chapitre astro, j'espère que vous n'êtes pas trop perdus avec tous les lieux qu'on a présentés en même temps. On s'était arrêté au parc national du Haut-Languedoc qui est ici, et vous remarquerez qu'il est tout proche des Pyrénées. Et les Pyrénées, c'était notre prochaine étape, et c'était un peu le premier test du voyage, c'est-à-dire que c'est là qu'on a vu si nos mollets, nos cuisses et nos cœurs avaient assez de caisse pour tenir la route. Et puis, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Et comme ça fait un petit moment qu'on parle, je vous propose de nous reposer un peu et vous de profiter un peu des jolis paysages qu'on a pu voir dans les Pyrénées françaises. Hands on my dress, neon red. You were everything I didn't need until you left. Now I'm dancing around my living room. I get drunk on the thought of you and I. When you were mine, see your eyes in every stranger. I replay the way that we were till I'm high. No, it's not right. I miss you missing me like you used to, yeah, like you used to. I miss you kissing me like you used to, like only you do. You know the good things are never as good as the bad, and your love is better than anything I've ever had. Oh, I miss you missing me like you used to, yeah, like you used to. I know you're gone, and you probably just forgot me, yeah, you're moving on. But I can't let go, 'cause I'm still sleeping with the moments, lying with your ghost. Bienvenue en Espagne, a dit Maxime. Et pour nous, c'est là qu'on a vraiment été mis dans le grand bain. C'est-à-dire qu'avant, c'était facile. On était dans un pays qui était francophone, donc on avait tous nos repères. C'était facile d'aller à la boulangerie et de demander 4 baguettes pour le petit déjeuner. Aucun problème. En Espagne, c'est un peu plus compliqué. Et on s'est dit, OK, on va y aller tranquille et on va commencer par aller visiter un parc naturel qui s'appelle le parc du Monte Perdido, le Mont Perdu en français. Et puis, c'est vraiment des paysages assez fantastiques, donc des grands cirques rocheux. Pour ceux qui connaissent le canton de Neuchâtel et le Creux du Vent, c'est un peu ça, mais en plus grand et en plus impressionnant. Les Vaudois, là, ils disent peu, mais bon, bref. Moi, je trouve ça assez ressemblant au Creux du Vent. Voilà. Ensuite, après avoir visité ce magnifique parc, on a mis les voiles vers un endroit qui n'avait rien à voir, qui s'appelait le parc des Bardenas Reales et qui est plutôt un endroit désertique. Donc c'est quelque chose qui fait penser un peu
au Far West. Donc on n'aurait pas été surpris de voir débarquer quelques cowboys avec des chevaux ou ce genre d'attirail. Et puis c'était aussi assez sympa parce qu'on pouvait en fait visiter ce parc à vélo dans des sentiers de terre. Et ça permettait en fait de faire un petit test grandeur nature pour ces vélos qu'on avait jusqu'à présent roulés plutôt sur des routes en goudron. Et au final, ça a très bien joué. On a eu beaucoup de plaisir à rouler là au milieu et on pensait honnêtement pas trouver des coins comme ça en Europe. Ça a été vraiment une grosse surprise et on a eu énormément de plaisir dans ce parc. Voilà, et puis ensuite, après, on s'est gentiment mis en route en direction de Madrid en roulant dans l'arrière-pays espagnol. Et il faut aussi se rappeler que là, les jours commençaient à se faire un peu plus courts et forcément, il commençait à faire un peu plus froid. Et comme nous, on était dans des tentes, eh ben, c'était un peu problématique. Et ça me permet d'aborder le prochain chapitre, donc le prochain zoom en fait, de notre présentation, qui est comment on a campé pendant nos 6-9 mois de voyage. Donc, comme vous le voyez, on avait une tente, on avait même 2 parce que 4 grands gaillards dans une petite tente comme ça aurait été un peu délicat. Et quand il fait beau, camper à la fraîche, c'est très agréable. Donc vous pouvez profiter de magnifiques couchers de soleil, vous pouvez jouer aux cartes en attendant que le thé du soir soit prêt, vous pouvez vous prélasser après une dure journée de travail, après avoir monté vos tentes, c'est très agréable. Ensuite, des fois, vous avez même la chance de vous réveiller au pied de châteaux en ruine avec un joli petit thé qui vous attend. Franchement, c'est magnifique. Et puis, peut-être que vous vous demandez, mais comment vous faisiez pour vous laver? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. La première, c'est si on a un fleuve ou un lac à proximité. Je vous laisse en fait Maxime faire la démonstration. Oh mais quel homme! La savonnette. Faut pas la faire tomber, hein. Parce qu'on a bien vu Léo hein, le soir. Léo est toujours pas rentré, ça doit faire 10 minutes sur la première prise. Comme vous voyez, il est passé des pieds aux genoux. Progressivement. C'est pas mal. Voilà, donc des sensibilités différentes par rapport au froid. Quand on n'avait pas de fleuve ou de lac à disposition, les riders ont été très inventifs et ont développé une technique brevetée qui s'appelle la douche à la poche à eau, qui consiste en fait à remplir une poche à eau de 10 litres d'eau, par exemple chez un restaurateur, et à se doucher en l'accrochant à un arbre. Et si on n'a pas d'arbre, qu'est-ce qu'on fait? Il y a toujours un second rider sous la main qui est là pour filer un coup de main. Puis Maëlik, tu nous as pas dit, mais qu'est-ce que tu penses des bonnes douches? Je pense que c'est un petit peu frais, mais au final, avec les journées de sport qu'on a au chaud, c'est pas si mal. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des journées de sport? Bon, alors ok, là on fait de l'astro, mais il y a des fois, on fait quand même des bonnes journées de sport. Voilà, donc quand il fait beau, tout le monde rigole, mais c'est pas toujours le cas. Donc des fois, vous vous réveillez, la journée s'annonce plutôt bien, il y a du soleil, on commence de rouler, magnifique, tout le monde rigole. Et puis, vous arrivez à la mi-journée, et puis vous sentez que le vent tourne un peu, et vous retournez, et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un immense orage qui vous arrive dessus avec des pluies diluviennes, et la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand cet orage vous arrive dessus? Excuse-moi Maxime, je peux te déranger? Tu peux m'expliquer ce qu'on fout là? Là, on s'est pris une claque par le Pérou. Une claque simple, donc. Ouais, c'est un double trip, je sais pas, mais une belle. On est dans un abri de la police de haute altitude à Caraz, donc au pied de la Cordillère Blanche, à 2000 mètres. On a mis les tôles juste dehors et ils ont pris un orage. Ouais. Elles sont encore en train de se le prendre. Voilà. Donc on a des tentes qui, on sait pas trop si elles sont mouillées à l'intérieur ou pas, on n'a pas encore osé les regarder. Je sais pas s'il y a quelque chose d'autre à ajouter. Je pense que le son de la pluie là, finit bien la séquence. Voilà, donc des fois on avait un refuge de police de haute montagne. Et puis des fois, on n'avait rien. Même la caserne de pompiers juste à côté ne veut pas nous accueillir. Et du coup, là, on est sous un abri de la municipalité et on va mettre notre tente juste là. Voilà, et c'était le jour de l'an. Donc, il y a mieux comme endroit. Et je vous laisse voir ce qui se passe. Minuit 1. Ouah, ça fait bizarre. Minuit 1. 1er janvier 2022. Bonne année. Bonne année depuis Foutrono. Devant la caserne des pompiers où on n'a pas été accueillis. Eh oui.
On dort sur le parvis de la municipalité. Ils annoncent de la pluie toute la nuit, tout demain, tout le 2, tout le 3, tout le 4. Allez, c'est parti. 2022 nous attend. Cette année commence bien. Ciao. Bon, et puis des fois, il fallait quand même rouler un peu, mais ça nous énervait. Donc là, on est sous un pont en train d'attendre la pluie. Et je vous laisse voir comment ça se passe sous la tente. Elle a pas du tout séché le taxi. Ah, mais comment on est bien, c'est dégueu. Bon, du coup, c'est quoi le plan? Le plan, c'est de rester là-dedans. Voilà, et le camping, c'est aussi le froid. Et il y a eu quelques moments assez épiques où on attendait très longtemps. Ça fait combien de temps qu'on est sous cette tente? Oh, bientôt une demi-heure déjà. Et on y fout quoi? Bah rien. On attend. Voilà. Là, le temps, voilà, on va écouter un peu de musique. On écrit un peu dans notre calepin. Qu'est-ce qu'on fait? On joue au Yahtzee sur notre téléphone. On fait vraiment doucement, on reste comme ça. Dégueulasse. Moi, on voit ma calvitie, ça me fait mal. On n'est pas mis en valeur. Hein. Non. Comme dehors, il fait moins de 1000. On est à 4000 mètres. Le soleil s'est couché derrière la montagne. Et du coup, une fois que le soleil est couché, il fait pas bon de faire vieux os dehors. Il faut attendre le lendemain. Et encore, le lendemain matin, il faut avoir envie de se lever de sa tente. Parce que je pense que... Si là, il fait peut-être 7. Demain matin, il fera 0, moins 1. Et oui, voilà notre tente toute gelée à 4000 mètres. Notre tente. Nos sacoches. Les tongs de Maxime, un trépied tout gelé, un casque tout gelé, un linge qui est en train de sécher tout gelé. Voilà, tout est gelé. Bon, on a l'impression qu'on se plaint beaucoup, mais en vrai, le camping sauvage, c'est le top. Je peux que vous conseiller ça, c'est incroyable. La plupart du temps, on avait des spots magnifiques au milieu de rien, il n'y avait personne pour nous embêter, une petite rivière juste à côté, on posait notre tente et on était juste les quatre à déconner, parce que je crois que vous avez un peu cerné les gaillards. On est plutôt du style à déconner, et du coup, le camping sauvage, en vrai, c'est incroyable. Donc voilà, ce chapitre du camping dans tous ses états a été traité. Je pense maintenant on peut passer à la suite de notre voyage où au final on a mis les voiles pour Madrid parce que l'hiver commençait à approcher en Europe quand même. Les mois défilaient, septembre, octobre, novembre. Il commençait à faire frais et du coup on avait quand même envie d'aller en Amérique du Sud à un moment. Et les frontières rouvraient gentiment et du coup on s'est dit on met chemin direct jusqu'à Madrid. Et de Madrid, on trouvera bien un vol qui nous emmènera pour l'Amérique du Sud. On ne savait pas encore vraiment pour quelle destination et c'est seulement en arrivant à Madrid qu'on a pu découvrir une grosse ville, rouler là-dedans, c'était l'horreur. Et aussi, on a commencé à empaqueter nos affaires pour prendre l'avion. Et donc, je pense que la plupart d'entre vous qui ont déjà mis un vélo dans un carton savent que c'est une horreur. Ben, nous, on en a fait l'expérience et c'était vraiment pas facile. On a eu la bonne idée de sélectionner les plus gros cartons disponibles dans la ville de Madrid pour s'embêter le moins possible à démonter nos vélos. On a presque pu les mettre entiers dedans. Mais alors à l'aéroport, ils sont un petit peu moins aimé la taille de nos cartons. Et en plus, en arrivant à Lima, du coup au Pérou, chez John, notre hot warm shower, on s'est un peu pris la tête pour aller au 3e étage de son immeuble, quoi. Voilà, il a fallu se montrer inventif. On a été tout content du coup de sortir ces vélos des cartons, de les remonter et de remonter sur nos vélos. Et là, on a découvert la Cordillère Blanche. C'était nos premiers coups de pédale sur le continent sud-américain. On découvrait ces routes sinueuses qui montaient dans les Andes à 2, 3, 4 000 mètres d'altitude. Les paysages étaient magnifiques. Il faisait souvent beau la journée. On profitait énormément du paysage qui s'offrait à nous. Et voilà, c'était un tout nouvel environnement pour nous. On a dû prendre nos marques, voilà, des routes un peu vertigineuses de temps en temps. Et au-delà des paysages et du visuel, c'était aussi des nouvelles sensations culinaires. Si on sert ça sur table, c'est très très fort. On a Antoine qui est en train de pleurer. Et on a Maïlik là, attends, j'arrive pas à faire net, qui est en train de pleurer aussi. Moi, heureusement, j'ai pas fait le golosso et je me suis pas rué dessus. Bah, les deux là, ils sont en PLS. Voilà, je pense qu'Antoine et Malik s'en souviennent encore de ce piment qu'ils ont confondu avec une tomate, ce qui était décidément pas une tomate. Et donc on arrive maintenant dans un nouveau chapitre, même si les petites séquences d'avant avaient souvent du ciel bleu quand on roulait dans cette cordillère blanche,
faut savoir qu'on est arrivé au début de la saison des pluies dans cette région. Et si pendant la journée c'était ciel bleu, super conditions, souvent l'après-midi et la fin de journée ressemblaient à ça. Et voilà, c'est pas seulement un ciel menaçant, c'est un ciel aussi qui donne lieu à des averses très puissantes. Et donc on entre dans ce chapitre un peu gris, un peu maussade de la pluie qui est l'ennemi juré de tout cyclo-voyageur. Et peut-être pour vous mettre un peu dans le bain, une petite immersion en son et images de ce qu'on affrontait dans cette cordillère blanche. Voilà, donc moi j'avais jamais assisté à des pluies aussi violentes de toute ma vie avant d'arriver là-bas. Et même si on avait des vestes relativement adaptées à la pluie, une fois que l'orage s'abattait sur nous, il fallait se montrer inventif, trouver un avant-toit, trouver quelque chose pour s'abriter et faire au mieux, attendre que la pluie passe. Et puis finalement, ensuite on pouvait se remettre en route. Mais on a vite remarqué que là-bas, sur ces routes en terre, souvent la pluie, il faut s'en abriter, mais une fois qu'il pleut plus, ça rend aussi la vie difficile parce que ça se transforme tout en boue. Bon, alors il a plu toute la nuit. On était dans un joli petit village bien abrité. Le problème c'est que maintenant c'est de la boue. Et on n'a aucune idée si on va pouvoir monter ça. Alors Maxime, Quoi? qu'est-ce que tu penses de cette journée qui nous attend à faire 60 km dans la boue? Bah, j'ai pas encore vu l'état de la route parce que je suis encore au lit. Ouais. Je vais faire un petit point une fois que je serai debout. Je pense qu'on va en chier comme pas possible. Ça va être terrible. On va être crépi, nos vélos aussi. Voilà, je m'étais pas trompé, on était crépis, nos vélos aussi. Donc on devait gratter les interstices entre nos pare-boues et nos pneus pour faire en sorte que nos roues puissent tourner. On se retrouvait souvent à même devoir pousser nos vélos parce que c'était impossible de rester dessus à pédaler, on s'enfonçait trop et il y avait beaucoup trop de frottement à cause de cette boue qui s'intercalait partout. Et voilà, du coup les lavages de vélos sont devenus quotidiens le soir pour pouvoir reprendre la route le lendemain dans les meilleures conditions. Et finalement, ça c'était un peu l'état de nos vélos quotidiens dans cette cordillère blanche. Ça fait vraiment baroudeur, hein, c'est sympa, mais quand on est sur le vélo, c'est pas forcément une partie de plaisir. Et les semaines passaient dans cette cordillère blanche et la saison des pluies devenait de plus en plus intense. On s'est dit, c'est le moment de changer de décor. On prend l'avion, on va au Chili, on va profiter d'avoir de nouveau des infrastructures routières correctes, donc profiter du goudron. Et voilà, donc on s'est dit, c'est des vieux souvenirs, cette pluie, en tout cas pour un petit moment. Mais qui dit Chili dit aussi Patagonie, et qui dit Patagonie dit pluie. Donc voilà, Antoine là, un petit peu pensif sur sa journée, est-ce qu'il en profite ou pas? Nous, ben voilà, on pédale, on s'équipe comme on peut, certains en short, certains en sandales avec chaussettes, certains en sandales sans chaussettes, mais la conclusion c'était qu'on était trempes. Voilà, que ce soit de l'extérieur ou par la transpiration et l'humidité, on était tout trempés. Et quand en plus on se chope des crevaisons qu'il faut rebléter en se faisant asperger par les pick-up qui passent dans les nids de poules, c'est pas forcément très drôle. Donc on a développé une stratégie contre ces jours de pluie, et cette stratégie elle repose essentiellement sur les pompiers. Les pompiers au Chili sont très accueillants. Et du coup, on allait souvent se réfugier dans les casernes les jours de pluie. Après une journée de pluie battante, on se retrouve dans notre petit appartement, alias la caserne des Bomberos de je ne sais plus où. Alors là, c'est le grand confort. Hein. Et du coup, on se faisait souvent des amis dans ces casernes. On a aussi dégusté des super barbecues. On a appris comment allumer un feu avec une bonbonne d'oxygène de pompier. C'est pas mal efficace, ça va plus vite que de souffler pendant une demi-heure. Et voilà, on a aussi appris comment découper un demi-cochon et l'embrocher pour le cuisiner. Antoine pourra vous dire combien de tours il faut pour cuire un demi-cochon à la broche pour une caserne entière de pompiers. Et donc voilà, c'est quand même plus sympa de déguster un bon morceau de viande plutôt que d'être sous la pluie trempée. Et c'était un peu notre stratégie. On avait le temps, quand il pleuvait, on se réfugiait. Et voilà, pour cette Patagonie, c'était vraiment notre atout principal, les pompiers, pour lutter contre la pluie. Bon, eh bien, une fois les barbecues terminés et la Patagonie quittée, donc en avion, bien évidemment, pour se retrouver dans le désert, on a fait une petite boule avec les pantalons de pluie, les chaussures et la veste de pluie. On a mis en fond d'une sacoche, on a marqué « ne pas ouvrir ». Et on a décidé d'aller visiter vraiment ce qu'on appelle un désert à proprement parler. Donc là, c'est vraiment aride de chez aride, comme on peut le voir sur les images. Et pour nous, la bataille contre la pluie était gagnée parce que
qu'est-ce qui peut vous arriver dans un endroit où il y a plus de 320 jours de beau par année? Alors, comparé à la Patagonie et le Sud, on est sur quelque chose de complètement différent. Hein. L'avantage premier, c'est qu'on va pas avoir à se poser de questions sur si oui ou non il va pleuvoir pendant la journée. Oasis au milieu du désert le plus aride du monde. On est arrivé aujourd'hui, on a déjà déréglé le climat, il pleut. Il pleut! Bon, on nous a dit à San Pedro, il fait toujours beau. On est venu pour y faire des photos et voilà. Deuxième jour, hier on a même eu de la pluie. Orage. Et voilà, San Pedro d'Atacama, c'est plus ce que c'était. Non, les déserts, ça n'existe plus. C'est pas là qu'il faut venir faire de l'astrophoto, c'est plutôt Puerto Montt, je pense. Pas de chance pour nous, expédition à vélo. Ça faisait 20 jours qu'on était là-bas, 20 jours de pluie, c'est la plus longue série de pluie pour nous durant le voyage. Non, non, plein dedans là. 4000 mètres, grêle, on est dans le désert. Qui aurait pu croire ça? Voilà, venez à San Pedro d'Atacama, il fait toujours beau, vous pouvez aller faire des excursions à vélo, la météo est toujours belle. Du coup, changement de stratégie pour nous. On a décidé de faire les excursions en minibus. Ça n'a pas changé la météo, hein. On aurait mieux fait de prendre un bateau. Et on partait la journée, on quittait la tente, et on revenait le soir, on se demandait dans quel état on allait la retrouver. La piscine de San Pedro. Toujours San Pedro de Atacama, et voilà. Il a plu toute la journée, on a monté une tente comme si on était dans le désert, donc on n'a pas trop fait gaffe à ce qui s'était passé, si c'était bien tendu ou si c'était pas bien tendu. Mal nous en a pris. Voilà, je sais pas si on peut voir ce qui s'est passé là, mais en gros, on a un lac dans la tente. En haut, tout a pris l'eau. Là, on a une gouille. Toutes nos affaires sont trempées. Là, on a de la flotte carrément dans le coin. Aujourd'hui, super visite des lagunes. On commence par la lagune Miscanti. Un paysage de carte postale, quoi, vraiment. On peut le voir là. Oups. Pas vraiment la même chose. Il y a peut-être arnaque sur la marchandise. Ou il y a peut-être juste qu'il y a quelques riders de Milky Way qui se sont pointés et qui ont amené tous les nuages et même de la neige à cette lagune. Super. Du coup, voilà. Dans ces régions où en fait il y a vraiment deux saisons distinctes, la saison où il pleut pas, la saison sèche, et la saison des pluies où on est inondé, eh bien le constat des locaux quand on était sur place était souvent qu'avec le dérèglement climatique, ces saisons elles se chevauchent et on a des incursions de la saison des pluies qui viennent sur la saison sèche. Donc nous on a planifié à peu près tout notre itinéraire pour être tout le temps dans la saison sèche, puisque la pluie, vous l'aurez compris, c'est pas trop notre truc. Et malheureusement, là, notre visite de Cusco, on a débarqué, il pleut. Donc on avait plutôt l'impression que c'était pas le dérèglement climatique qui agissait dans ces régions, mais simplement la visite des petits Suisses qui faisait tomber l'eau. Et du coup, de Cusco, on n'avait que 2 pas à faire jusqu'au Machu Picchu. Malheureusement, la visite est tombée à l'eau. Voilà les riders sous la flotte au Machu Picchu. Super. Comme on a de la chance, on a le droit à un arc-en-ciel qui va avec la pluie. Ça nous... Alors là, on se réconcilie avec le Machu Picchu. On se sent mieux, hein. On n'arrête pas de vous régaler, moi je vous dis. Il pleut. On a surtout vendu le Machu Picchu comme au final, pas forcément les cailloux, mais vraiment le panorama qui va en dehors du Machu Picchu, quoi. Le panorama, voilà le panorama. Pour ça, pour les pains de sucre, la forêt en arrière-plan et tout, nous les cailloux, bon. Donc profitez bien, passe des journées sous la pluie. Là, je vais plus en faire beaucoup, hein. La prochaine, c'est un avion pour la Suisse. Ici, c'est le moment. Tu prends ta photo, tu prends tes clics et tes claques, et tu pars. Maxime. Ouais. Est-ce que la caméra est pleine d'eau? Ah, il y a une petite gouttelette. Une petite gouttelette, ça met l'ambiance. Je crois. Ah non, il y a de l'eau. À ce qui paraît, on m'a dit que quand tu venais ici, ça dégageait une énergie spéciale. Moi, je la ressens. Antoine, c'est un cauchemar ce qui nous arrive. Voilà, comme ça, tout le monde a eu le droit d'aller se promener dans la citadelle. Regardez, c'est beau.
C'est des cailloux posés, les Incas ils les ont posés là. Bon bah voilà, on râle beaucoup. Finalement on a eu vraiment beaucoup de chance durant tout le voyage parce que de la pluie, on n'en a pas eu tant que ça. Malheureusement c'est pas toujours tombé sur les moments où on aurait voulu, mais c'est comme ça. Quand on vit dehors, la pluie, il faut faire avec. Et le grand avantage qu'on avait, on était 4, on était toujours en groupe, on avait toujours de quoi garder le moral. Et puis ces petites anecdotes maintenant, c'est que des bons souvenirs et franchement la pluie c'est pas si grave quoi. Voilà, donc fin de cet intermède plutôt pluvieux. Si vous vous souvenez bien, on s'était arrêté dans la Cordillère Blanche au Pérou. Et puis la prochaine étape c'était de rallier Lima pour pouvoir prendre un avion pour le Chili. Et puis, finalement, les riders n'étaient pas aussi mécontents que ça de quitter cette Cordillère Blanche quand on regarde l'état des routes, qui, au Pérou, s'appelle la trocha. Donc la trocha, moi j'aime beaucoup ce terme parce que ça représente assez bien au niveau du son. En fait, le bruit que vous faites avec un vélo, quand vous roulez là-dessus, ça fait trocha, je trouve assez parlant. Bref, au Pérou, vous avez pas mal, vous avez pas vraiment d'entre-deux. Vous avez soit des routes de ce type-là, soit des immenses autoroutes sur lesquelles vous pouvez amener votre vélo. Alors, je vous laisse juger quelle est la meilleure option. C'est encore sujet à discussion. Nous voilà pour 200 km sur la Paname. Donc, les pistes cyclables n'ont pas encore pris l'avion pour le Pérou. On attendra encore un petit moment. Mais finalement, on a quand même réussi à atteindre la capitale péruvienne en un seul morceau. Et là, c'était le même cirque qu'à Madrid, c'est-à-dire qu'il a fallu réemballer les vélos dans des cartons. Et, petite nouveauté, pour entrer au Chili, il fallait satisfaire à toute une série de conditions. La première, c'était de présenter un test PCR négatif à l'embarquement. La deuxième, c'était évidemment d'être vacciné 2 fois. Et la troisième, c'était de refaire un test PCR quand vous êtes arrivé au Chili et vous deviez attendre le résultat, évidemment, en quarantaine à l'aéroport. Et cette quarantaine, les riders l'ont passé finalement dans un style assez Riding the Milky Way, c'est-à-dire en posant des matelas à même le sol de l'aéroport. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors, premier jour au Chili? Ouais, je suis pas sûr, on peut déjà dire qu'on est au Chili. Bonne nuit dans l'aéroport? Compliqué. Compliqué? Compliqué, mais c'est fait. Là, on peut attaquer le montage des vélos et attaquer le Chili. Alors, let's go. Voilà, donc on a commencé à attaquer le Chili sur des routes tout à fait praticables et on pensait en avoir fini avec les 40 tonnes. Tu peux expliquer ce qui s'est passé sur cette route? Il y a des très beaux tronçons où il n'y a pas un chat. Il y en a d'autres comme celle-ci. Bon, là, il y a... c'est pas très parlant, il n'y a plus personne, mais on se fait raser par les 40 tonnes pendant que tu montes. Donc voilà. Donc les 40 tonnes, problème général en Amérique du Sud. Et si vous voulez contourner le problème, vous pouvez toujours vous rabattre sur les petites routes de campagne que vous indique Google Maps, mais ça peut vous mener dans de sacrés traquenards. On a toujours pas bouffé. Puis le prochain village est encore dans 10 km. Ah mais on aime. Faites-moi un commentaire. Je suis là. Voilà. Voilà, donc ça mettait le moral des troupes à rude épreuve. Certains l'ont mieux géré que d'autres. Mais finalement, en fait, on rigole de ça, mais on a aussi eu des très belles routes avec des magnifiques descentes, avec des panoramas sur l'océan Pacifique absolument somptueux. Et puis ça nous faisait assez vite oublier toutes les galères qu'on rencontrait par le passé. Et c'était vraiment agréable. Et cette magnifique descente me permet d'aborder un autre chapitre, donc nouvelle ouverture, qui sera basé sur le beau temps et la Dolce Vita. Là, peut-être juste, pour préciser aux proches de Maïlik, c'est pas parce qu'on voulait mettre Maïlik en arrière-plan, c'est juste qu'on a eu beaucoup de difficultés à prendre une photo en posant un appareil et en ayant le bon timing pour que le déclencheur se déclenche au bon moment. Et après 5, 6, 7 prises, pas couronnées de succès, on a décidé de prendre celle qui était la moins mauvaise. Et malheureusement pour Maïlik, c'était celle-ci. Mais c'était pas du tout dirigé contre lui.
Donc voilà, quand il fait beau, tout est beaucoup plus facile. On peut faire du surf pour se détendre dans la Mecque du surf du Chili. On peut admirer les couchers de soleil sur le Pacifique. On peut aussi faire des grillades quand des locaux nous invitent et nous invitent à partager un moment avec eux. Vous saurez, si jamais vous allez au Chili, que les gens ne sont pas forcément végétariens. Ils sont plutôt carnivores et soyez-en juste informés. C'est aussi beaucoup plus facile quand il fait beau de se laver. Donc vous pouvez vous mettre dans des lacs glacés sans trop de problèmes, alors que s'il vous pleut sur la gueule avec un vent horizontal, c'est peut-être un peu moins facile. En termes de lessive, c'est aussi beaucoup plus chouette. Vous pouvez laver vos habits de travail assez facilement dans des jolies rivières avec un joli soleil. Et évidemment, quand il y a des jolis couchers de soleil avec des belles couleurs, c'est plus sympa de se brosser les dents dehors que dans sa tente quand il nous pleut dessus. Maintenant, le seul problème qu'il y a avec le beau temps, c'est que ça attire assez souvent les tans, T-A-O-N-S. Et ça peut être un vrai problème quand il y en a des gros qui font la taille d'une pièce de 1 franc et qui s'attaquent à Maëlik qui est tête corvée de vaisselle. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous propose de regarder un petit récapitulatif des meilleurs moments de la Patagonie qu'on a eu la chance de visiter quand il faisait un temps magnifique. Et donc, voilà, sans plus attendre, régalez-vous. Et puis finalement, le problème, quand on a des paysages aussi beaux, c'est que ça n'attire pas seulement 4 riders venus de Suisse romande, mais aussi la moitié du Chili qui se dit que c'est une bonne idée d'aller tous en même temps en Patagonie, et ça donne lieu à des scènes assez rocambolesques comme celle-ci. Donc voilà, en fait ce qui se passe là, c'est que tout le monde attend le ferry. Et c'est un bordel, donc déjà il n'y a pas assez de ferry pour que tout le monde passe, donc il y a des gens qui attendent, qui sont sur liste d'attente depuis 3-4 jours, et en plus aujourd'hui il est en panne, et puis bon, nous trouver une petite place dans le bateau ça devrait pas être un souci. Surtout qu'on a des billets. En plus on a des billets, ouais. On a des billets. Ce pas le cas de toutes ces familles qui descendent depuis Santiago, qui disent ah je vais passer 10 jours à Coyhaique. Queremos solution. Et voilà, c'est reparti. Voilà, il faut s'armer de patience, et puis c'est vrai que les Chiliens, de manière générale, sont bien plus patients que les Européens, et la situation aurait vite dérapé, à mon avis, en Suisse ou en Europe. Au Chili, les gens l'ont pris plutôt du bon côté. Et puis finalement, peut-être qu'on n'a pas encore abordé le sujet, c'est le moment. Qu'en est-il de la cuisine ? Alors, on va vous présenter un repas de gala que sont préparés les riders.
Regarde. Ce soir, camping à Puerto Rio Tranquilo. On en profite pour se faire un bon petit repas. Ici, longanisa tomate. Et ici, c'est notre nouvelle recette. Une purée de pommes de terre maison tassée à la Dolbec. Qu'est-ce que tu cuisines, Maëlik, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on se fait un petit chili sin carne con carne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de viande, mais il y a de la fausse viande végétale. Enfin voilà, la Patagonie c'était chouette parce que c'était le beau temps, c'était l'été, avec en plus de l'eau à profusion. Et quand on est arrivé en fait dans les Andes, bien il faisait toujours beau, mais beaucoup moins d'eau. Donc faire une vaisselle, on avait appris à le faire seulement avec 1 décilitre. Bah, il y a des gens qui font la vaisselle dans une salle sans vitre, sans rien, un peu, tu vois, le genre de cuisine dans laquelle t'as pas envie d'être. Puis il y a les Riders of the Milky Way qui font la vaisselle en face d'une lagune à 4200 mètres entre l'Argentine et le Chili. Et on peut dire que ça fait quand même plus plaisir. Ça fait plus plaisir, ouais. Ouais, c'est quand même plus sympa. On l'a fait volontiers cette vaisselle. Du coup voilà, on roule sur l'altiplano. Bon bah les vaisselles ça se passe bien, mais il fait chaud la journée et il n'y a pas de douche pour nous. Antoine, raconte-moi ce qui va se passer. Alors, on a rencontré des Français qui nous offrent généreusement une douche chaude, voilà. Avec chauffage, etc. Eux, ils voyagent, bon, ils n'ont pas une douche sur leur vélo, bien sûr, hein. Ils voyagent avec un super 4x4. Et donc voilà, la chance qu'on a eue durant ce voyage, c'est que quand on a eu besoin d'eau, quand on a eu besoin d'une douche, quand on a eu besoin d'un toit, eh bien, il y avait des gens pour nous l'offrir. Et les rencontres nous ont beaucoup aidés. Mais l'essence même, finalement, d'un voyage à vélo, eh bien, c'est partir sans rien. Le désert, le Salar d'Uyuni en est le parfait exemple. Tout ce qu'on a à disposition, finalement, c'est du sel. Et le sel, bah, ça peut nous rendre heureux. Nous voilà sur le Salar. C'est notre jour 3 sur le Salar. Et on est en train de se faire notre petit repas. Et là, on est en train de préparer un petit paquet cadeau. Devinez sur quoi on est tombé. Dans le Salar, on est tombé sur du sel. Ouais, alors bon, on a dû chercher hein, pour mettre la main dessus. Mais là, c'est du vrai sel du Salar. Il n'y en a pas beaucoup, ça court pas les rues. Et donc finalement, voilà, le voyage à vélo, c'est ça, c'est des moments où on profite du peu ou de l'absence de choses. On est assis. Bon. Ben, ce soir, pas besoin de la télévision. Et la simplicité des lieux, lever un peu les yeux autour de soi, ça nous comble et ça nous permet d'être complètement déconnectés en fait avec la vie qu'on a tous les jours. Et c'est ça qu'on vient chercher quand on fait un voyage à vélo. Je vous reprends maintenant au Chili, où là maintenant on était au milieu du Chili et puis les paysages ils se ressemblaient beaucoup. Donc c'était chouette, c'était sympa au début, mais on commençait un petit peu à en avoir marre. C'était que des énormes plantations agricoles ou alors des énormes forêts de sapins comme on peut voir ici, où il n'y a pas grand chose d'autre. Et du coup, on a décidé d'utiliser des moyens de transport un petit peu différents pour se déplacer dans l'arrière-pays du Chili. Alors les gars, comment ça se passe ce petit trajet en camion? Ah, il faisait chaud toute la journée. Et là maintenant, il fait bon. Il fait bon frère, on a la tête fraîche. Les cheveux au vent, c'est presque une décapotable. El mejor camión de Chile. El sur de Chile es lo mejor, recomendado. Lo que sentimos, lo que hicimos. Ah sí. Eso. Donc voilà, on a aussi profité de certains voyages un petit peu plus cocasses et ça nous a permis de raccrocher avec les montagnes parce que finalement ça fait beaucoup de dénivelé ces montagnes, mais qu'est-ce que c'est beau, et ça me permet d'introduire le prochain chapitre qui est au-delà de 4000 mètres. Chaque image se mérite.
Donc, en altitude, les paysages sont magnifiques, mais il y a quand même quelques soucis. C'est notamment le vent. Nous, on l'a surtout vécu en altitude. Et puis également les problèmes liés au mal des montagnes. Et c'est ce qu'on va un peu traiter dans ce chapitre. Donc le vent, on se dit, bon, c'est toujours contre nous, mais pas toujours. Et en fait, des fois, ça permet d'admirer des magnifiques condors, comme ici dans la vallée d'El Maoulé, où on a pu admirer le spectacle de condors qui jouaient avec le vent. Donc il y a aussi des côtés très positifs et on a adoré cet endroit. Pourquoi on s'est rendu dans cette vallée qui est très spéciale? C'est pour aller découvrir la cascade inversée. Donc la cascade inversée, c'est ce phénomène-là, c'est qu'il y a tellement de vent que l'eau défie la gravité et remonte littéralement. Alors, c'est sympa quand on l'a dans le dos, c'est moins sympa quand on l'a de face, ce type de vent, mais par contre, ça donne des spectacles qui sont assez exceptionnels, avec de l'eau qui remonte la cascade. Je vous laisse aussi quelques images de drapeau pour voir à quel point il y a pu avoir du vent durant notre voyage. Mais le vent, ça a aussi quelques avantages, notamment pour faire sécher nos habits après les avoir bien lavés dans un rio à proximité de nos tentes. Mais c'est peut-être le seul avantage quand on est voyageur à vélo. Quand il s'agit de mettre la tente, je l'ai déjà dit, c'est pas forcément évident. Et là, c'était un canal d'évacuation des eaux qui a permis de s'abriter le minimum pour pouvoir faire en sorte que notre tente elle lutte contre le vent. Et des fois, le vent, ça nous a carrément empêché de rouler. Il était beaucoup trop fort et on s'en est remis au stop. Et vous jugerez de vous-même si c'était une bonne chose ou pas. Voilà, c'est le jour 2 de notre ascension du col de Jama pour passer la frontière avec l'Argentine. On a super bien dormi, il n'a pas fait froid, mais on s'est fait réveiller par le vent. Et malheureusement, c'est un vent de face. Alors pour monter le col à passer 4000 mètres avec un vent de face pareil, c'est presque impossible parce que ça monte trop et on va beaucoup trop se fatiguer. Du coup, notre objectif du jour, c'est de se faire amener en stop le plus loin possible. On va voir comment Antoine s'en sort. Voilà, on aura quand même réussi à accrocher un pick-up dans cette session de stop, donc c'était quand même une réussite. Ensuite, en altitude, tout devient difficile, le vent, il fait froid. Heureusement, les paysages sont beaux, donc la vue nous redonne un peu des forces. Et on se motive comme on peut, des fois par le chant aussi. Et là, on a un très bon chanteur avec nous. Voilà, et plus on montait en altitude, plus les routes devenaient difficiles et on se retrouvait à devoir pousser notre vélo dans un bac à sable, littéralement. Là, il fallait avoir un moral bien accroché. Et des fois, les routes passaient par des rivières ou les rivières passaient par des routes, on ne savait pas trop. Et là, il fallait se montrer un peu équilibriste, ça réussissait mieux à certains qu'à d'autres, vous pouvez juger par la séquence. Voilà, pas toujours facile. Heureusement qu'on a des sacoches waterproof. Et au montée, il faut aussi gérer la nourriture. Et pour ça, on s'en remettait des armes secrètes, des produits du terroir. Nous voici à 4700 mètres. Le col, là-bas en haut. On le voit, il reste encore 250 à 300 mètres à faire. On n'a rien bouffé depuis ce matin. Il nous restait dans nos provisions. Là, on dit merci à nos proches. Les Ovomaltine, Crunchy Biscuits, merci. Je sais pas si quelqu'un a déjà mangé les Ovomaltine Crunchy Biscuits aussi bons que ceux-là. Je pense pas. Je pense pas parce que là, ils passent juste bien. On avait juste besoin de ça à ce moment-là. Et personne les a emmenés jusqu'à 4700 mètres pour pouvoir les déguster. Oui, messieurs, dames, parce que dans un de ces lacets là, on passe le Mont Blanc. Voilà, juste pour vous faire une idée, avec ces mulets. On aura tout eu, c'était vraiment le jour le plus éprouvant physiquement. Une montée sur un terrain difficile, jusqu'à 5000 mètres avec du sable, une descente dans du sable, et ensuite on a trouvé le goudron, et on a eu du vent de face comme vous pouvez l'entendre.
Ça a vraiment pas été facile. Voilà. J'ai jamais eu mon cœur qui allait si vite. Je peux même pas te répondre. Donc voilà, en altitude, l'oxygène devient moins présent et ça, il faut prendre son mal en patience. Et quand en plus on pousse sur des pentes à 15-20 degrés sur de la glace, à 5000 mètres d'altitude, ça ne rendait pas la vie facile. Et voilà, il fallait se montrer persévérant. Et altitude, bon, c'est dur physiquement, mais ça peut devenir dangereux aussi. On a eu à un moment surtout une mésaventure que Maïk va vous présenter. Donc voilà, là on se retrouve au Pérou, dans la Cordillère Blanche. On est à 4500 mètres d'altitude. Et puis ce qu'on peut voir ici, c'est que c'est un abri. Donc voilà, c'est une petite maisonnette de berger. Et puis on voit à ma tête que j'ai l'air en pleine forme. En fait, pas du tout. J'étais en train d'avoir le mal des montagnes. C'était assez sérieux et on commençait à un peu avoir peur de ce qu'il fallait faire. Et donc on avait Maxime qui était en fait sur la route juste en dessus. Ok, petit point. La vue est superbe. On est à 4500 mètres. On est à 300 mètres du col, je pense. Mais c'est un peu la merde. On a Maïlik qui se sent pas très bien. Il a commencé à avoir des symptômes vraiment typiques du mal aigu des montagnes. Et du coup, on attend une voiture pour éventuellement pouvoir lifter Maïlik en bas d'un côté ou de l'autre du col. Donc là, je suis sur la route et je fais le guet en attendant qu'une voiture passe, en espérant qu'une voiture passe. C'est pas sûr que ça arrive. En attendant, Antoine, il est en train de monter une tente. Maïlik, il surveille la cuisson et il essaie tant avec mal de lutter. Mais voilà, j'espère vraiment qu'il y a une voiture qui va passer parce que c'est pas très très drôle la situation dans laquelle on est. Donc voilà, là on rigolait effectivement pas trop, mais en fait la fin de l'histoire elle est plutôt cool. C'est que j'ai été redescendu dans un petit bus un peu tout pourri à 3800 mètres où on était acclimaté. Et donc là j'ai pu dormir tranquillement et le lendemain matin je pétais la forme et j'ai réussi à remonter en stop en prenant un camion avec 4 Péruviens qui étaient très drôles et qui m'ont dit « Ah mais c'est normal, il faut que tu manges de la coca, ça ira beaucoup mieux ». Donc après quelques feuilles de coca, ça allait tout de suite mieux et puis j'étais d'aplomb pour continuer le voyage. Donc l'altitude, il faut faire attention, il faut bien respecter ça, mais c'est aussi là qu'on a les paysages qui sont les plus magnifiques et les plus spectaculaires. Et ça nous a permis de gentiment arriver sur l'altiplano où on a pu découvrir en Bolivie les différents salars, notamment le salar d'Uyuni qui est un désert de sel absolument extraordinaire et on est obligé d'aller jusqu'à 4000 mètres pour le découvrir. Alors le salar c'est cool, mais il fait aussi très très froid et comme vous pouvez voir on était dans la période où il y avait de l'eau et donc je vous laisse imaginer froid et eau ce que ça donne. Alors rouler dans le salar avec de l'eau, c'est magnifique, mais par contre, ce que vous savez peut-être pas, c'est que ça gèle les pieds. Ça gèle les pieds parce qu'ils sont dans l'eau qui est super froide et il n'y a pas moyen de faire une pause hors de l'eau. Sauf là, je me suis trouvé un petit îlot pour m'arrêter et avoir les 2 pieds hors de l'eau. Et là, mes orteils sont blancs, hein. On voit plus de sang dans mes pieds. Donc je fais une petite pause, je reprendrai après. On verra combien de temps on a encore jusqu'à l'île. Donc voilà, peut-être qu'il faisait froid, mais ça restait des paysages qui étaient magnifiques et exceptionnels à rouler. Et là, ça me permet de conclure un peu ce chapitre sur l'altitude, où des fois on aime bien se plaindre, on aime bien rigoler, qu'on a froid, qu'il pleut, que c'est difficile. Mais encore une fois, c'est des endroits qui sont magnifiques, époustouflants. On a pu voir des condors, on a pu voir des déserts de sel, des glaciers, faire des 6000 mètres. Donc on a adoré en fait l'altitude et je pense qu'on peut tous acquiescer qu'on a aimé être dans les montagnes. Et on arrive gentiment à la fin de cette présentation, mais j'aimerais juste vous faire un petit récapitulatif en son et images de ce qui nous est arrivé durant ce voyage et j'espère que vous allez bien apprécier.